regard de l'expert ce matin. Notre expert, c'est le docteur Yam Timba qui est là ce matin. Bonjour docteur et bienvenue à vous. Bonjour boss. Je vous vois sourire, hein. Vous avez besoin de dire quelque chose, en tout cas, ce qui vient de se passer. Disons, je souris pas. C'est pas vraiment un sourire de joie. Oui. C'est un sourire de tristesse. Oui. Lorsque on ne respecte pas les lois de son pays, c'est très dangereux. Et lorsqu'on ne connaît pas, si on n'a pas lu la constitution du pays, si on n'a pas lu sérieusement une loi, il faut faire attention. On n'a pas parlé. Vous ne pouvez pas prendre une loi de 83 et vous commencez à dire que comme il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc on ne pouvait pas en parler, on ne peut pas prévoir ça. Donc vous ne pouvez pas commencer à dire non, nous on a utilisé les réseaux sociaux, c'est bien écrit et qu'on sort. Ça veut dire que justement, le législateur a laissé la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres supports. Oui. Ça c'est un. Et puis de deux, il faut faire très attention. Un parti politique ne se substitue pas à l'État. C'est-à-dire que quand vous êtes un parti politique, monsieur, vous n'avez pas vocation à l'humanitaire. Vous avez vocation à conquérir le pouvoir. Allez conquérir le pouvoir et ensuite vous créerez des fonds. Deuxième chose, le chef de l'État ne demande d'autorisation à personne. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous parlez du président de la République comme si c'était votre copain. Vous dites qu'il faut qu'il demande l'autorisation. À qui? Mais c'est lui qui donne la dernière autorisation. C'est en son nom que les autorisations sont données. Donc, du fait de cette architecture juridique, tout ce que le chef de l'État prend comme acte est légal et ne doit pas être contesté. Et le ministre de l'administration territoriale ne fait que faire respecter la loi. Vous ne pouvez pas être un parti politique, vous collectez de l'argent. Et d'ailleurs, sur leur site internet, il ne dit nulle part à quoi va servir cet argent. Peut-être que ceux qui ne font pas attention n'ont pas remarqué ça. Il ne faut pas venir s'amuser comme ça. Ce enfumage-là, il faut que ça s'arrête un peu et qu'on soit plus sérieux. Plus sérieux, en tout cas. Commençons déjà à être plus sérieux. Docteur Yam Timba, la pandémie du Covid-19 va créer, selon certains experts aujourd'hui, une crise économique en 2020. C'est presque sûr. Si elle n'arrive pas en 2020, elle arrivera dès la fin de l'année, troisième trimestre, peut-être quatrième plus sûr. 2020, début 2021, nous serons plongés dans une récession, dans une crise économique qui risque certainement de fermer la bouche à certains. Et aujourd'hui, certaines personnes disent que la crypto-monnaie pourrait être une solution refuge. Alors, il faut qu'on s'entende bien. Oui. Il faut qu'on s'entende bien. C'est quoi la monnaie? Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis crypto dedans que ça devient autre chose. D'abord, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est une créance à vue sur le système bancaire. C'est-à-dire que les banquiers s'asseyent et ont la capacité de faire du crédit. C'est ça qu'on appelle la monnaie, en fait. Oui. La monnaie, c'est pas autre chose. Donc, maintenant, ce que vous avez comme billet ou pièce, c'est juste la matérialisation du crédit. Et donc, est-ce que la crypto-monnaie en soi va devenir quelque chose qui va remplacer la capacité des banquiers à faire du crédit? Non, ce n'est pas techniquement, c'est pas ce que ça veut dire. Ce qu'on veut dire à travers la crypto-monnaie, c'est que il va être très coûteux de produire des pièces, de produire des billets, des chèques, parce que ça coûte de l'argent. Il faut sécuriser tout ça, ça demande. Il y a énormément, les gens voient l'argent, dont les billets, les pièces, les chèques, mais ils n'imaginent pas tout ce qu'il y a comme logistique et tout ce qu'il y a comme structure de cryptologie, de sécurisation, de la logistique qu'il y a derrière. Donc la crypto-monnaie, c'est-à-dire en fait, utilisons des termes simples. La monnaie électronique, c'est-à-dire celle qui est dématérialisée. Oui. Cette monnaie-là risque de devenir la solution parce que, a priori, je dis bien a priori, je ne dis pas que c'est sûr, a priori, elle coûterait beaucoup moins cher. Mais l'autre problème que ça pose, c'est que même si nous pouvons manipuler ça via notre téléphone ou nos ordinateurs et que ça peut paraître moins cher, est-ce que vous avez idée du nombre de personnes qui n'accèdent ni au téléphone ni à l'Internet? Ils sont très nombreux, c'est des milliards de personnes d'ailleurs. Et donc du coup, les gens avancent souvent des solutions sans tenir compte des limites de leurs solutions. Le risque, c'est que les gens sont peut-être en train de nous dire qu'ils ont décidé qu'une partie de l'humanité va être sortie de la civilisation. Non, c'est pas sérieux. On peut pas sortir les gens comme ça de la civilisation sous le prétexte que 2-3 petits biens ou produits coûtent beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Jusqu'à preuve de contraire, on parle toujours de cette crise économique, j'insiste. Et quelque part, du côté de l'Europe, on voit cette crise. Aux États-Unis également, au Canada. Et on fait savoir que l'Afrique pourrait en souffrir énormément par rapport aux autres États. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent d'avoir des a priori sur l'Afrique. Rien ne dit c'est quoi la crise économique. La crise économique, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas le fait que vous ne pouvez pas acheter des biens et services qui viennent de l'extérieur. C'est pas ça la crise économique. Si c'est ce qu'on entend par là, oui, l'Afrique va en souffrir sérieusement parce que nous aurons moins de devises. Le prix des matières premières va grimper, va chuter. Le prix des matières premières que nous exportons en grande partie. Le pétrole est déjà passé
de 57 à 24 $. Donc on a moins de réserves monétaires, moins de devises, moins de recettes d'exportation. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a moins d'industries, donc même le coltan, toutes ces choses-là qui nous rapportent déjà certainement baissé. On aura moins de devises, moins de recettes d'exportation. Donc nécessairement, il va y avoir effectivement des ajustements à faire au niveau interne et au niveau de nos transactions internationales. Et même au niveau des coûts de structure, des coûts de production, des coûts de transaction, pour les matières semi-finies que nous avons, les biens intermédiaires que nous importons pour notre industrie embryonnaire, pour l'essentiel en Afrique subsaharienne, va coûter un peu plus cher et donc il va y avoir des ajustements à faire. Mais alors, il ne faut pas du tout que les Africains sombrent dans quelque chose et ne voient pas les opportunités que représente cette situation sur le plan économique. Les gens sont plus souvent à la maison, donc ils consomment forcément plus de chocolat. Les gens sont plus souvent à la maison actuellement, donc ils vont consommer un peu plus de café. D'ailleurs, on encourage les gens à consommer des boissons chaudes. Les gens sont à la maison, donc ils vont manger un peu plus. Nos villages vont certainement, pourraient devenir des pôles de production beaucoup plus importants. Mais ça ne va pas devenir plus cher, le pain de la ménagère, avec tous les prix qu'on va connaître sur le marché? Si vous voulez manger du saucisson et vous voulez manger de la sardine et vous voulez manger des biscuits qui sont importés, forcément ça va coûter plus cher. Et le Mais macabo, si vous avez décidé que c'est le macabo, c'est le mil, c'est le sorgho, c'est le plantain, c'est les ignames que vous voulez manger, ça peut devenir un peu moins cher parce qu'à ce moment-là, la charge première qui va le besoin le plus urgent, c'est les voies de communication, dont les routes, pour désenclaver les villages et rapprocher les centres de grande consommation des centres de production. Et à ce moment, l'État pourra faire des choix stratégiques dans ce sens et s'assurer donc que la nourriture vient en grande quantité dans les villes et dans les villages les plus importants. Et à ce moment-là, on va dire aux gens de modifier leur régime alimentaire, consommer moins de choses importées, consommer plus de choses localement produites. Et donc, c'est en réalité une barrière, une sorte de sécurité par rapport à la crise économique qui s'annonce. Nous décidons que désormais, nous allons manger du poisson que nous élevons, nous allons manger plus d'arachides que nous produisons ici, un peu plus de macabo, de patates, de plantain, moins de riz, moins de blé, moins de toutes ces choses qui viennent d'ailleurs et qui nous prennent nos devises. Qui nous prennent justement nos devises. C'est la solution à faire actuellement. Non, on ne peut pas dire c'est un faisceau de solutions qu'il faudra développer. Il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs pistes. La première piste, l'une des pistes, ça va être par exemple de revoir notre système d'éducation. Comment nous allons former les gens en nous disant quelles sont les choses qu'il nous faut immédiatement produire. C'est-à-dire que dans les 3 prochaines années, 5 prochaines années, qu'est-ce qui est le plus urgent? Nous orientons les formations dans ce sens et on règle ce problème. On peut produire localement. Nous n'avons pas besoin d'importer des meubles. On peut les faire avec, nous avons du bois. On peut les faire avec du bois, nous avons du cuir, on peut les faire avec du cuir et nous pouvons rembourrer les meubles non pas avec de la mousse et de la sciure. Avec par exemple de la sciure ou avec, attention, si vous connaissez les matelas qu'on fait avec des herbes séchées, c'est très confortable. Donc on peut, c'est-à-dire qu'en fait on s'adapte, on s'ajuste. On peut commencer par là et puis progressivement, si nous avons les matières premières qui nous permettent de faire de la mousse, on le fera. On peut avoir tous nos meubles en bois. Nous pouvons aujourd'hui on peut faire des vélos avec du bois, ça a été prouvé. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Vous pensez que Cuba est morte? Cuba n'est pas mort. Cuba est là depuis 50 ans, mais est sous embargo. C'est pire que cette crise économique. Ce que Cuba vit depuis près de 60 ans. C'est pire que la crise économique qui va arriver, mais Cuba a trouvé des solutions innovantes, ingénieuses, adaptées, qui permettent à Cuba de tenir. Donc il y a le système éducatif qu'il va falloir revoir. Le système de production agricole doit être soutenu sérieusement. Le système au niveau de la santé, nous avons des opportunités énormes. Nous avons aujourd'hui des produits que nous pouvons mettre sur le marché et qui sont demandés ailleurs et qui vont nous apporter encore des devises. Et surtout, il va falloir que nos industries se réorganisent. Une industrie, par exemple, qui gère du blé pour faire du pain, qui moud du blé, peut commencer à moudre du manioc. Et donc, dans les villages, on donne du travail aux gens et nous avons, au lieu de dépenser 300 milliards à acheter du blé à l'extérieur, on va donner ces 300 milliards à nos paysans et donc on soutient et on contient quand même la crise économique. Mais ceux qui, évidemment, s'habillent, mangent, vivent exclusivement avec tout ce qui est importé, eh bien, ils vont souffrir. Nous pouvons changer, par exemple, la façon dont nous construisons nos maisons. Comme nous n'aurons pas des climatiseurs qui viendront de l'extérieur parce qu'ils vont coûter peut-être 2-3 fois plus cher, nous pouvons faire nos maisons en briques de terre stabilisées. Ça régule la température, ça la met autour de entre 23 et 25 degrés. Il fait frais. Donc, du coup, nous consommons moins d'électricité. Nous n'avons pas besoin de climatiseurs, nous n'avons pas besoin de pièces d'achat de climatisation, mais nous avons de la main-d'œuvre locale qui trouve du travail.
Merci beaucoup, professeur Yamtimba, docteur Yamtimba, d'avoir été de notre ce matin. Ce fut un peu court à cause du temps. Et puis en plus de ça, la réaction me fait les yeux doux de ce côté-là. On a pris presque 3 minutes justement pour cela. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.